Saubert. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à cet entretien avec la grande dame Nathalie Normando. Je m'appelle Pénélope Garon. Ça me fait très plaisir de voir encore aujourd'hui qu'on a salle comble. Ça nous démontre à quel point vous êtes intéressés par la chose publique et personnellement, ça me donne espoir. Ça me donne toujours espoir. Nathalie Normando n'a pas besoin de grandes présentations, surtout pas ici, dans son coin de pays, mais quand même, on va bien faire les choses. Nathalie Normando est native de Maria, aura fait 16 ans de politique active à titre d'abord de mairesse de Maria, puis députée de Bonaventure sous la bannière libérale. Elle aura été ministre, puis vice-première ministre sous le gouvernement de Jean Charest. En 2011, elle quitte la politique, devient animatrice de radio, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis ce temps. Elle est aujourd'hui dans une émission quotidienne au 98.5 à Montréal, autrement dit la radio de Paul Arcand. En 2016, son monde s'écroule. Elle est accusée au criminel de fraude, collusion, abus de confiance également. 5 ans plus tard, les accusations tombent sans qu'elle ait eu droit à un procès qu'elle a réclamé à de nombreuses reprises, sans qu'elle ait pu donner sa version des faits. Nathalie Normando est, pour de nombreuses personnes, aura été, et la nuance est importante, on va y revenir, l'enfant chéri de la baie des Chaleurs. Mesdames, Messieurs, Madame Nathalie Normando. Merci, Pénélope. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah! Merci. Mon Dieu, c'est extraordinaire, vraiment. Je suis vraiment chez nous, là. Vraiment? Vraiment chez nous. Et là, il faut que je raconte une petite anecdote. L'animatrice prend le contrôle. Non, mais vraiment, non, mais 2 petites secondes d'écart. Je rencontre Régis Leblanc il y a quelques mois à l'épicerie à Maria, au GA, dans l'allée des Pins Tranchés. Et Régis me dit, Nathalie, ça te tente-tu de participer au festival? J'ai dit, ben, je sais pas, peut-être. Oui, finalement, ben, j'ai dit oui. Alors voilà pour la petite histoire qui fait que je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à Régis Leblanc et le IGA Maria. Et pour la petite histoire, oui. T'en as pas fait beaucoup. Hey, j'ai tutoyé. On se tutoie? Ben oui, on se tutoie. Ben oui, absolument, okay. Tout à fait. T'en as pas fait beaucoup d'entrevues comme ça devant le public. En fait, c'est la première fois de ce genre-là, évidemment, grand public, avec questions-réponses. C'est la première fois depuis que j'ai quitté la politique, bien franchement, depuis 2011. Alors, pour moi, c'est un événement. Et je vais vous dire que je suis un peu nerveuse, honnêtement. Je suis un peu nerveuse parce que c'est important pour moi d'être ici avec vous. En blague, tout à l'heure, je disais, mon Dieu, je me croirais en campagne électorale, tellement je serre des mains puis je donne des becs à tout le monde. Alors, c'est vraiment extraordinaire de vous retrouver. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je veux qu'on parle, dans le livre que tu as publié, Debout devant l'injustice, oui. Tu parles des regards désobligeants. Tu parles des commentaires même désobligeants à la radio en ondes, parce que tu as une émission avec des lignes ouvertes où le public peut s'exprimer. Ce regard désobligeant-là, est-ce que tu le sens même en Gaspésie, quand tu reviens chez vous, devant les gens qui t'ont élu à plusieurs reprises? En Gaspésie, que tu non. connais? Non. En Gaspésie, non, pas du tout. D'ailleurs, je dois vous dire que lorsque mon monde s'est écoulé, comme tu l'as dit en 2016, ouais. Je n'ai jamais douté une seconde de l'appui des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Jamais, jamais, jamais. Et ça m'a donné une énergie extraordinaire pour avancer. Moi, j'ai vécu les accusations comme une trahison par rapport à tout le travail que j'avais fait pour la région. Ça m'a fait très mal, je dois vous dire. Ça a fait mal à ma famille. Ma mère est d'ici, d'ailleurs. C'était très difficile. Mais j'ai réussi à me relever grâce à vous, parce que maman, je parlais à maman souvent, puis bon, j'ai vu un tel, il te salue, j'ai vu un tel, il prend tes nouvelles. Alors, ça, évidemment, ça me donnait énormément d'énergie pour continuer. Parce que ces regards désobligeants-là, est-ce qu'en quelque sorte, ça te fait dire que quand on est une personnalité publique et qu'on est accusé, on est condamné et que la présomption d'innocence prend le bord? Exactement, tout à fait. Le constat que tu fais est tout à fait juste. La présomption d'innocence, c'est un concept qui est fondamental dans notre système de justice. Malheureusement, on vit dans un monde où, avec les années, il y a une espèce de tribunal populaire qui s'est développé en parallèle de notre système de justice. Alors, lorsque les personnalités publiques se retrouvent au banc des accusés, comme je l'ai été, évidemment, c'est pas long qu'on règle ton cas. Hein? Alors, mais malgré tout, j'ai quand même toujours senti une espèce de sympathie, d'empathie même. Mais c'est drôle parce que lorsque j'ai commencé à la radio 98.5,
l'ADN de l'émission est construite autour des auditeurs, les lignes ouvertes, les textos, les courriels. Mais vous dire le nombre de textos que je recevais lorsque j'ai commencé, c'était pas toujours très gentil. Alors, mais de moins en moins, mais encore parfois. Mais en fait, je dirais que les personnalités publiques en général, les élus vivent aussi sous le regard de la critique. Oui. Et puis, c'est pas toujours facile. Je dis toujours que la politique est devenue un sport extrême, tellement c'est compliqué maintenant. Tu as déchiré ta carte du Parti libéral en ondes. Oui. Ça fait quand même plusieurs années de ça, là, une fois que tu avais quitté puis que tu avais ton micro. Oui. Es-tu orpheline de parti toujours, aujourd'hui? Oui, je peux dire que je suis orpheline de parti, mais je partage encore les valeurs que défend le Parti libéral du Québec. Donc, un parti que le vent dans les voiles ne pourrait pas t'intéresser? Ou un autre? Ça ressemble à une question piège. Honnêtement, là, si j'avais... Ou tout autre parti, non, mais si en fait. j'avais à refaire de la politique, OK? Mettons, je dis, prochaine élection, je redeviens candidate dans le comté de Bonaventure. Mettons que je faisais ça, là. Aujourd'hui, où je vous parle, là, selon moi, je me présenterais... en fait, selon mes convictions, je me présenterais probablement sous la bannière de candidate indépendante. Ah, oui. Pourquoi? Oui. Parce que, bien, pour toutes sortes de raisons... bon, ma relation, la façon dont ça s'est passé avec le parti lorsque j'ai été arrêtée, évidemment, j'ai quelques... Je dirais pas que je suis amère, mais je suis déçue. Je suis déçue. Mais au-delà de ça, actuellement, je me dis, des députés indépendants, ben oui, ça en prend peut-être un peu plus, dans le fond. C'est qu'ils ne sont pas associés à aucune ligne de parti. Parce que lorsqu'on est un député dans une région comme la nôtre, en fait, tous les députés ont l'obligation de défendre leur comté. Mais lorsque tu représentes une région comme la nôtre, tu as une obligation qui s'additionne à celle de défendre les intérêts de ton comté. C'est celle de défendre les particularités de ta région auprès de ton caucus, auprès de ton gouvernement, à l'intérieur même de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. Parce que si tu ne le fais pas, mais qui va le faire? Qui va le faire? Si les députés de la région ne défendent pas nos particularités, mais qui va le faire à leur place? Alors, en passant, ce n'est pas un message politique. C'est juste, dans le fond, le constat de 13 ans de vie politique où j'ai eu, moi aussi, à me battre pour qu'on puisse faire entendre la voix de notre région au sein du Conseil des ministres, auprès du premier ministre, à l'intérieur du caucus dont j'ai fait partie pendant 13 ans. On est dans un festival de journalisme, donc j'aimerais qu'on parle de ce lien-là entre la politique, passer de la politique, devenir journaliste, et cette émission-là que tu fais au quotidien avec des lignes ouvertes où tu poses des questions au public. Est-ce que tu as l'impression que c'est le prolongement de ta carrière politique, que tu fais un petit peu par la bande encore de la politique au quotidien? C'est très bien dit, Pénélope. Oui, c'est un prolongement de ma vie politique, de mon engagement politique, en fait. Parce que lorsqu'on fait de la politique, c'est pas juste une job là, de 8 à 4, c'est un engagement. Tu défends ton coin, tes dossiers à tous les jours. Il faut que tu te battes, il faut que tu prennes ta place. Alors oui, c'est un prolongement de mon engagement politique. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça donne un sens à ce que je fais. Être animatrice radio, c'est bien, mais pour moi, être à l'écoute des gens, puis je vais faire une autre confidence, je continue de faire ce que j'appelle mon bureau de comté. Il y a des auditeurs qui me demandent de l'aide, vraiment, là, parce qu'ils ne savent plus à quelle porte cogner. Fait que ça m'est arrivé, je rédige des lettres, j'appelle dans les cabinets, je fais mon travail. Bonjour Rachel. Rachel et Maryse, qui sont ici, entre autres, qui ont travaillé avec moi au bureau de comté. Alors, je continue à faire mon bureau de comté parce qu'il y a des gens qui sont complètement désemparés. La machine gouvernementale est immense. Puis, savez-vous quoi? Les gens n'ont pas besoin de grand-chose, ils ont besoin seulement d'être écoutés. Oui. Écoutés. Parce qu'on vit dans un monde où parler à un être humain, lorsque tu t'appelles au gouvernement, c'est déjà un exploit. Faites le 1, le 2, le 3, le 4, tu reviens au 3. Non, je veux dire, c'est l'enfer. Alors, la qualité de l'accès aux services publics, en général, s'effrite, s'est détérioré. Alors, les gens ont besoin d'être écoutés. Fait que le député, il a un rôle de plus en plus important à jouer dans un contexte comme celui-là. Donc, Nathalie Normando est orpheline de parti, mais n'est pas apolitique. C'est ce que je comprends. Effectivement, tout à fait. Oui. Ça fait un bon titre d'article, ça, hein? C'est ça. Je regarde Antoine Robitaille qui est assis à ma droite. Là. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir été en politique, d'abord en politique municipale, ensuite en politique provinciale, quand on est au micro et on discute de la chose politique, que ce soit avec les auditeurs ou au commentaire avec Paul Arcand, à quel point ça teinte ton regard sur l'actualité? C'est-à-dire que, premièrement, avoir un micro, c'est déjà un immense privilège. On ne peut pas tout dire. Ça commande une rigueur additionnelle parce qu'il
il y a plein de choses qui se passent à travers la tête, mais tu n'es pas obligé de tout dire au micro ce qui se passe à travers la tête. Alors, ça commande une certaine rigueur, une certaine discipline. Mais c'est sûr que le fait d'avoir été en politique et là, de basculer dans les médias, bien, en fait, j'ai un regard plus critique ou plus sévère parce que je connais la game, entre guillemets. T'sais. Lorsque tu as des invités qui passent leur ligne de presse, écoute, c'est même pas subtil. Tu reçois un ministre, par exemple, ou un député, c'est même pas subtil. Alors, mais en même temps, je suis très, très admirative du travail des hommes et des femmes politiques parce que c'est très, très difficile. Très difficile. Moi, j'ai évolué dans une époque où les réseaux sociaux n'existaient à peu près pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Que ce soit les élus municipaux à l'échelle de l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est extrêmement exigeant de faire de la politique. C'est sûr que le fait d'être critiqué vient avec le fait de faire de la politique, mais il y a une limite que certains citoyens franchissent, c'est-à-dire les menaces, en fait, ils invectivent, ils s'en prennent physiquement à certaines personnes. Alors, je trouve que ça devient de plus en plus dangereux de vivre dans une société où on est confronté à ce genre de réalité. Parce que la démocratie, c'est fondamental. On parle de ça depuis de l'importance d'avoir accès à l'information, l'importance d'avoir une société qui est en santé sur le plan démocratique. Alors, moi, je fais partie de ce grand écosystème médiatique qui contribue à ce qu'on ait une bonne santé sur le plan démocratique. Mais je vais faire du pouce là-dessus. Oui. On en parle beaucoup depuis un certain temps, particulièrement depuis la démission de la mairesse de l'Outaouais, des difficultés des élus. Il y a eu des nombreuses démissions, mais une ligne ouverte pour... On a parlé beaucoup de l'état d'âme des élus. À un moment donné, est-ce que tu trouves qu'on met trop l'emphase là-dessus? Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus facile il y a 10-15 ans ou est-ce qu'on est en train d'élire des gens peut-être qui n'ont pas la force de caractère ou qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent pour faire face à une critique publique qui va nécessairement avec un poste public? C'est intéressant. Quand tu décides de faire de la politique, peu importe le palier, il faut que tu acceptes qu'avec ton métier vient la critique. Oui. Moi, j'ai rapidement compris que je devais me développer une espèce de carapace pour faire face non seulement à la critique, mais pour faire face, dans le fond, à cette espèce de tempête dans laquelle la politique te conduit souvent. Mais ça vient avec. M. Charest avait l'habitude de nous dire, faire la politique, c'est d'entrer sur le ring de boxe, puis pensez pas que vous allez sortir du ring pas dépeigné, parce que ça brasse la politique. Alors, c'était une image pour illustrer à quel point ça peut être, c'est une image, mais c'est presque physique parfois. Mais est-ce que justement, cette parole-là, est-ce que les élus d'aujourd'hui ne vont pas dans l'arène politique avec ça en tête? Peut-être, effectivement, peut-être. Il y en a qui ont un choc, c'est-à-dire que je pense que certains peut-être sous-estiment l'exigence de la fonction, puis également la critique qui vient avec le titre que tu portes. Mais c'est sûr que quand tu es mairesse de Gatineau et que le parti, l'opposition forme la majorité au conseil municipal, c'est difficile pour un élu d'évoluer dans un contexte comme celui-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec France la mairesse avant qu'elle quitte, puis c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais en même temps, ça vient avec. Mais il faut quand même se préoccuper du fait qu'il y a des dizaines et des dizaines d'élus qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Les gens se disent, mon Dieu, c'est beaucoup trop. Alors ça, il faut se préoccuper de ça. Mais les citoyens qui portent des gens au pouvoir pour s'occuper de leurs problèmes sociaux et qui voient les élus parler d'eux-mêmes et leur état d'âme, il n'y a pas quelque chose d'un peu confrontant pour la population. Je suis d'accord, mais ça peut être frustrant pour le public parce que les gens disent, je veux conserver mon sens, ma capacité de critiquer mon maire, ma mairesse. Je veux pouvoir formuler une objection si ça ne me convient pas. Là, évidemment, c'est fondamental, on ne peut pas perdre ça. Mais en même temps, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. Oui. Je veux revenir sur ton regard sur l'actualité. Je parlais de le fait d'avoir été en politique, le fait d'avoir passé à travers la saga judiciaire que tu as connue. Est-ce que ça teinte les entrevues que tu vas mener ou ton opinion lorsqu'il y a des hommes, des femmes politiques qui sont dans ce genre de... C'est-à-dire, ce qui teinte mon regard, c'est que maintenant, je sais ce que ça veut dire, le principe de la présomption d'innocence. Alors, lorsque je traite de dossiers touchant la justice,
mettons qu'on parle d'une personne en particulier, bien, il faut toujours que je me rappelle, il faut toujours que j'ai en tête, et puis je guide les questions de cette façon avec les échanges avec les auditeurs en prenant toujours pour acquis qu'il n'y a pas eu de jugement rendu, il n'y a pas eu de condamnation qui a été rendue. Alors, c'est important de garder un certain équilibre par rapport à cette dimension c'est parce que si on veut condamner une personne sur la place publique sans qu'elle ait été jugée par le tribunal, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, à la radio, évidemment, comme animatrice, moi, je me sens de responsabilité. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Et croyez-vous encore en notre système de justice? Oui, bien sûr, j'y crois. Je crois en l'indépendance de la magistrature. Ça me rassure énormément. La magistrature, les juges sont capables, bien sûr, de livrer des jugements qui sont justes, objectifs, neutres. Ça, je crois ça. Bien sûr, je crois ça. Ce qui me déçoit, c'est la lenteur avec laquelle on doit composer lorsqu'on est pris dans cet engrenage de la justice. Ça, je trouve ça épouvantable. C'est triste. Je sais que les gouvernements font des efforts pour que les choses s'améliorent, mais tout de même. Parce que le système de justice, il ne faut pas oublier, c'est un des 3 socles sur lesquels repose notre démocratie. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le système de justice. Alors, s'il y a une patte qui boite, c'est un peu compliqué. Et la police? La police? Croyez-vous? Est-ce qu'on a un bon système? La police, je pensais qu'elle parlait de mon ex. On n'ira pas là. On n'ira pas là. En fait, la police fait partie du système de justice, évidemment. Ouais. Oui, bien nous, les policiers, en général, font un très bon travail. Très bon travail, oui. Parce que dans votre livre, je suis passée au vous. C'est drôle, hein? Oui, bien non, mais c'est correct. Oui, parce que je parle, évidemment, bien sûr, des façons de faire, des enquêteurs, de l'IPAC. Oui, tout à fait. Oui. Mais je n'ai pas vraiment le goût honnêtement, Pénélope, je n'ai pas le goût trop de m'étirer là-dessus, parce que j'ai dit beaucoup de choses déjà là-dessus, j'ai écrit mon livre là-dessus, mais n'empêche qu'il y a certainement un examen de conscience, je vais dire comme ça, j'espère en tout cas, qui a été fait par rapport à tout cet épisode, à toute cette saga dans laquelle j'ai été happée. Là, je parle évidemment de la façon dont l'UPAC mène ses enquêtes, la façon dont on travaille. Moi, je suis toujours fascinée par le fait qu'on puisse être arrêté à 6 heures le matin sans avoir jamais été interrogé par la police. Je suis fascinée par ça. Jamais, aucune entrevue possible, aucun entretien. Je suis fascinée par ça. Mais il semblerait qu'à une certaine époque, c'était comme ça, mais je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais enfin. Quand vous étiez, parce que vous avez dit, je fais encore un peu de bureau de comté, Oui. C'est comme si je faisais mon bureau de comté. Quand vous étiez député de Bonaventure, il y avait Nathalie Normando, faisait ce qu'on appelait les lundis de Nathalie. Donc, elle rencontrait la presse. Amenez-en les questions, je suis là pour vous, je suis là pour répondre. C'est quasiment révolutionnaire dans l'état actuel des choses parce qu'on n'a pas ce même lien-là avec nos élus. Oui. Avec certains élus, c'est plus compliqué. On reçoit beaucoup de réponses par écrit, beaucoup de commentaires par écrit. C'est plus difficile d'avoir des entrevues dans la journée même, des choses comme ça. Comment vous l'expliquez? Ça vient d'où? Est-ce que c'est une époque? Est-ce que c'est le chef du gouvernement, le premier ministre, qui dicte les façons de faire? Ou? Non, pas du tout. Mais là, ça va faire sourire Rachel et Maryse, parce que je crois que la paternité de l'expression « les lundis de Nathalie », si ma mémoire m'est fidèle, je pense que ça appartient à Alain Lavoie. Oui, c'est ça, hein? Oui. Alain Lavoie. Puis à tous les lundis, moi, j'étais très disciplinée là-dessus. Je disais à toute l'équipe du bureau de comté, il faut rencontrer les journalistes, parce que j'ai compris les journalistes ne sont pas des adversaires des hommes et des femmes politiques. Hein? Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, dans le comté, j'avais besoin d'être vue et entendue par tous les citoyens du comté. Et la façon de le faire, c'était quoi? Bien, c'était de discuter avec les journalistes. On faisait la conférence de presse souvent, mais on le faisait dans un contexte où on n'était pas pressé par le temps. Fait qu'après ça, évidemment, s'il y avait d'autres sujets, d'autres enjeux sur lesquels ils souhaitaient obtenir mon point de vue, bien, c'était possible de le faire. Fait que c'est devenu une tradition au fil des années. Pourquoi le lundi? Parce que comme ministre, j'étais dans le comté le lundi, souvent le vendredi. Alors, tout naturellement, c'est devenu une tradition. C'est drôle parce que Bertin Leblanc, hier, me disait... Il dit, c'est effectivement, comme tu l'as dit, Pénélope, c'est comme une autre époque. Je ne sais pas si ce sera encore possible aujourd'hui.
Là, j'ai été un peu, oui, j'ai dit, c'est intéressant ton questionnement. Ça dépend du député ou de l'élu. Hein? Ça dépend de ta relation avec les journalistes. Moi, j'ai jamais senti les journalistes comme des adversaires, comme à abattre. C'était pas des amis non plus. Hein? C'est parce que la ligne est très... C'était pas mes chums, mais on avait une job à faire tous les deux. En fait, tous les deux. Hein? Moi de mon côté, puis eux du leur. Puis tout le monde comprenait la game. Tout le monde comprenait le travail qu'il y avait à faire. Mais est-ce que c'était toi, Nathalie Normando, qui décidait, moi, je vais prendre la parole, je vais parler aux journalistes? Oui. Parce qu'on a l'impression que plusieurs élus sont contrôlés par leurs équipes de communication, que c'est les équipes de communication qui bloquent ou qui dictent aux élus, tu parles ou tu parles pas. Mais moi, je n'ai pas connu cette époque-là où le bureau du premier ministre dictait tout ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas connu cette époque-là. M. Charest avait un leadership qui était plus collégial, c'est-à-dire qu'il faisait confiance en ses ministres, à ses députés. Mais au comté, on avait énormément de liberté. Oui, moi, je savais ce que j'avais à faire. Je savais comment mener ma barque, comme on dit. Alors, j'aurais été plutôt de mauvaise humeur si on m'avait dit quoi dire ou quoi ne pas dire dans le comté, vraiment, parce que c'est ton monde, tu connais ton monde. Hein? Le bureau du premier ministre, là, il est loin de ce qui se passe souvent sur le terrain. Alors, c'est devenu une belle tradition au fil des années, puis ça me permettait en même temps de parler, puis de prendre le pouls aussi de ce qui se passait ici, sur le terrain. Question hypothétique. Oui. Si Nathalie Normando revenait en politique, est-ce qu'elle ferait la politique de la même façon? De la même façon. C'est-à-dire que c'est sûr que 16 ans de vie politique, puis le recul que j'ai, évidemment, ça me permet de poser un autre regard sur la politique. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de petits dossiers en politique. Et je serais tellement présente sur le terrain, en fait, ça fait une grande différence. Je sens ça, hein, les gens ont besoin d'être entendus par leurs élus. Et on parle beaucoup de crise de confiance entre les élus, la population, mais pourquoi il y a une crise de confiance? Parce que les gens sentent que leurs élus sentent une distance de plus en plus grande entre eux et le gouvernement ou leurs élus. Je trouve ça immensément triste, mais je me dis, il faut prendre conscience de ça, puis avoir la capacité de dire, ben non, il faut revenir aux sources. Revenir aux sources, c'est quoi pour un député? Bien, c'est de faire du travail terrain. C'est ça qu'il faut faire. Et comment tu l'expliques, ça, cette distance-là, selon toi? Bien, le grand danger qui guette tous les gouvernements, c'est de perdre contact avec la réalité, c'est-à-dire avec le monde sur le terrain. On dit souvent que les gouvernements gouvernent par sondage. Moi, j'ai toujours la blague, les politiciens devraient écouter plus les lignes ouvertes. Parce qu'honnêtement, puis plus la radio, parce qu'on entend, là, les gens s'expriment vraiment sur ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, vraiment, ne jamais perdre toujours avoir un regard lucide sur ce qui se passe sur le terrain. Pour un premier ministre, évidemment, avoir un caucus qui soit près de son caucus, c'est fondamental parce que les députés le nourrissent de ce qui se passe sur le terrain. Alors, mais c'est ce qui guette tous les gouvernements à demander de perdre pied avec ce qui se passe sur le terrain. Un retour en politique. Un non définitif ou bien, on dit toujours qu'il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas dans mes plans. Moi, je suis très heureuse à la radio. Je suis très, très heureuse à la radio. J'adore la radio. C'est un médium extraordinaire. D'ailleurs, je m'incline devant les Céline Galipeau de ce monde, les Sophie Thibault. Faire de la télé pour les femmes, c'est extrêmement exigeant. Puis d'ailleurs, il y a un double standard encore qui existe en politique qui touche les femmes. Oui, j'aimerais ça t'entendre. Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai fait de la politique. Combien de fois je me suis fait dire, mon Dieu, que tu as l'air fatiguée, Nathalie. Ce qu'elle porte, c'est beau, c'est pas beau. Tu sais, c'est comme, des fois, tu dis, est-ce que pouvez-vous vous focaliser sur le message que j'ai livré? Puis j'ai toujours senti que l'image était plus importante que le message que moi, je livrais comme femme en politique. Et je trouve que là-dessus, ça n'a pas beaucoup progressé. Rappelez-vous, lorsqu'on a demandé à Mme Marois de retirer ses foulards, de la dénaturer pratiquement, est-ce qu'on demande ça à un homme? Jamais on va demander ça à un homme. Jamais. Mais pourtant, c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis je trouve ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Même chose à la télé, vous ferez le test. On est souvent beaucoup plus exigeant face aux femmes qui font de la télé que les hommes qui sont à la télé. Puis là, je ne suis pas dans le préjugé, là. Je suis simplement dans une réalité que j'ai vécue, que je continue d'observer. Ouais.
Est-ce que, malgré tout, tu encourages les femmes à se diriger vers la chose politique? Mais oui. D'ailleurs, ça me réjouit de savoir qu'il y a un plus grand nombre de femmes à l'Assemblée nationale, il y a un plus grand nombre de femmes au municipal. Moi, quand j'ai quitté au municipal, Michel m'a remplacé. Michel a pris le flambeau, je ne sais pas si elle est ici. Oui, salut Michel. Puis à l'époque de Michel, le conseil municipal était paritaire de femmes, imaginez. Oui. C'était quand même, c'était en soi, c'était extraordinaire. Alors oui, mais moi je salue toutes les femmes qui décident de se présenter. J'encourage, combien de jeunes femmes j'ai encouragées à se présenter, puis je vais continuer de le faire. Mais il faut juste être conscient qu'avec la fonction politique, bien, vient tout un lot d'impératifs avec lesquels parfois les femmes ont de la difficulté à composer. Par exemple, le fait de débattre. Juste le fait de débattre, de le coltailler un petit peu. Il y a des femmes pour qui c'est plus difficile. Oui, c'est moins naturel. C'est moins naturel. Ben, enfin, c'est plus difficile. La fameuse conciliation travail-famille, la charge qui vient avec le fait d'assumer le rôle de mère, de politicienne. Enfin, la vie va vite aujourd'hui. Hein? Alors, c'est pas toujours évident. Puis la place des réseaux sociaux. Non, mais moi, volontairement, je ne suis ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur X, seulement sur LinkedIn, comme disait notre Montbert à Québec, M. Labaume. Sur LinkedIn, puis mon profil n'est vraiment pas à jour. Je trouve que c'est une... Puis là, je ne porte pas de jugement par rapport à tous ceux et celles qui sont fans des réseaux sociaux. Pour moi, c'est une perte de temps. Puis je suis animatrice à la radio, chroniqueuse. Je suis dans l'actualité à tous les jours. Et je vous dis que je n'ai pas l'impression de manquer grand-chose. Même si je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, je m'abreuve de l'information qu'on trouve dans nos médias dits traditionnels, ceux que les gouvernements devraient davantage supporter, d'ailleurs. Je me permets ça comme commentaire parce que, puis j'ouvre une parenthèse rapide de Pénélope. Oui. Parce que depuis l'ouverture du festival, ce qu'on entend, c'est la concurrence des médias sociaux. Mais si tous les gouvernements, là, à Ottawa, Québec, changeaient leur politique de placement publicitaire et achetaient moins de publicité sur les Google, Facebook de ce monde et davantage dans la presse, le Devoir, à Québécois, peut-être que notre démocratie puis notre écosystème médiatique s'en porterait mieux. S'il y avait... Non, mais c'est vrai. Parce que l'argent que les gouvernements investissent, c'est notre argent, nos taxes et nos impôts. Fait que là, le gouvernement se plaint que les Google de ce monde, Facebook, Instagram, prennent une place disproportionnée dans nos vies, mais c'est eux-mêmes qui alimentent la bête en ayant une politique de placement publicitaire qui n'a aucun bon sens. C'est quoi? Peut-être, Antoine pourrait peut-être m'aider, mais c'est peut-être 80 de revenus de placement que les gouvernements font dans les médias sociaux, puis 20 pour les médias dits traditionnels. Je veux dire, mais je trouve ça, enfin... C'est comme si c'était le chien qui tournait, en fait. C'est comme si le gouvernement contribuait lui-même à créer le problème avec sa politique de placement publicitaire. Fin de la parenthèse. Puis une dernière question, puis après ça, je vais ouvrir la période de questions parce que je suis certaine, je sens comme un foisonnement dans la salle de questions. Je trouve ça intéressant d'entendre dire, moi, je ne suis pas sur les médias sociaux, c'est pas... Parce que souvent, ça, c'est une autre doléance du monde politique, les réseaux sociaux, c'est épouvantable ce qu'on se fait dire. J'ai toujours le goût de dire, lâchez les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Lâchez-les. Oui. Lâchez-les. Bien, lâchez-les, c'est pas compliqué. Lâchez-les. Mais pourquoi ils ne le font pas, les élus? Pourquoi ils ne le font pas? C'est une fausse... C'est faux de croire que pour faire ton métier d'homme ou de femme politique, tu as besoin des réseaux sociaux. Si tu es sur le terrain, avec ton monde, si tous les élus étaient solidaires là, de notre démocratie, pour qu'on ait une démocratie plus saine, bien, pourquoi pas abandonner les réseaux sociaux? Il était question de ça un peu durant la partielle dans Jean Talon, puis ça a créé tout un chichi là, entre la CAQ et le PQ. Mais si au Québec solidaire, oui, tout à fait. Alors, si le gouvernement ou si les élus étaient cohérents, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un défi que je lance, mais honnêtement... On part un mouvement. On part un mouvement, oui, c'est ça, de Carleton-sur-Mer. Honnêtement, je trouve ça très triste. Mais en même temps, pourquoi les politiciens vont sur les réseaux sociaux? Parce que c'est là où le public se trouve. Il y a quoi au Facebook? Il y a peut-être quoi, plus de 80 des Québécois qui sont sur Facebook. Ça fait du monde. Question d'efficacité. Oui, puis à l'échelle mondiale, écoute, Facebook a plus d'utilisateurs que n'importe quel gouvernement sur la planète. 2,6 milliards d'utilisateurs.
c'est énorme. La Chine, c'est quoi? 1,3 milliard? L'Inde, 1,4 milliard? Fait que Facebook, en soi, est aussi puissant que n'importe quel gouvernement au monde. C'est fou, là. Ce matin, j'étais à l'atelier sur la guerre de l'information, puis la nouvelle guerre, c'est celle qui va se livrer via les réseaux sociaux. Alors, imaginez le pouvoir qu'on donne, parce que c'est nous qui donnons le pouvoir à tous ces réseaux sociaux, parce qu'à tous les jours, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on écoute une vidéo de chat sur TikTok et je ne sais trop, mais c'est ça, dans le fond. Fait que je trouvais ça intéressant ce matin, parce que là, l'atelier, en fait, la conférence est terminée par nous, le public, notre responsabilité à nous comme citoyens. Fait que je peux vous dire une chose, que si on s'y mettait tous ensemble, on pourrait faire une grande différence. Mais tout le questionnement, je pense, au Québec en ce moment sur les réseaux sociaux et l'accès des enfants aux réseaux sociaux, aux écrans, ça, c'est intéressant. Je trouve que ça donne espoir aussi, qu'on tentait au moins de se poser ces questions-là. Nathalie Normando? Déjà? Merci beaucoup. Merci. Prenons des questions. La parole est à vous. Oui. Pouvez vous lever debout. Peut-être vous nommer aussi. Jean-Guy Leblanc. Monsieur Leblanc. Jean-Guy, que je connais, bien sûr. Bien sûr. Oui. Un gars de Maria. Bon. Madame Normando, concernant la loi 57, votre point de vue là-dessus et la possibilité au niveau de La loi 57, Jean-Guy, c'est la loi sur les élus, pour protéger les élus municipaux, c'est ça? C'est notre liberté d'expression par rapport au problème que subvenir à Oui. C'est une très, très bonne question. C'est la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement décide, par voie législative, d'encadrer, de mieux protéger, en fait, les élus des insultes, injures, etc. Il est prévu dans la loi le recours à une injonction devant les tribunaux. C'est sûr que le projet de loi commence à faire l'objet de critiques parce que les citoyens comme toi, Jean-Guy, disent « ben oui, OK, c'est beau, mais les élus ne vont pas vivre dans leur bulle. Nous, comme citoyens... » Il y a danger de dérive. Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, nous, comme citoyens, il faut conserver notre capacité de critiquer, de poser des questions. Alors, là, le projet de loi n'est pas encore étudié. Je ne sais pas, est-il étudié en commission parlementaire, Antoine? Je ne sais pas, hein? Pas encore. Je me tourne maintenant vers Antoine, c'est drôle. Hein? Bon, non, j'aurais jamais cru ça un jour me retourner vers toi pour avoir des réponses. Antoine Revitaille, mesdames et messieurs. Mais effectivement, c'est fondamental. Il y a certains qui questionnent, qui critiquent le gouvernement d'être allé aussi loin. Est-ce que ce projet de loi-là pourrait un jour être, par exemple, contesté devant le tribunal par des groupes de défense de droits des citoyens ou je ne sais trop? Ça se pourrait, Jean-Guy, ça se pourrait très bien. Mais en même temps, je me dis, c'est pas évident pour les élus, je reviens là-dessus, parce que la responsabilité d'un maire, par exemple, c'est lui qui est responsable de la tenue du décorum dans une réunion municipale. Mais c'est sûr que des fois, ça peut déraper. Tu sais, il y en a 150 devant toi, ou même 15, hein, ça peut faire énormément de bruit. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que des gens s'en prennent, menacent leurs élus, menaces de mort et tout ça. Alors là-dessus, je pense qu'il fallait poser un geste d'éclat, d'une certaine façon, pour envoyer un signal à l'ensemble de la société que, savez-vous quoi, là, non, c'est tolérance zéro pour les menaces à l'endroit de nos élus. Mais c'est aussi aux élus, peut-être, l'élu en question, le maire, la mairesse, à contrôler sa salle. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas toujours simple. Actuellement, ce qui se passe aux îles de la Madeleine avec la passe archipel, ça brasse. Puis c'est quoi? C'est 10-15 de la population, peut-être? Mais c'est un petit groupe très, très, très vocal. Oui, aussi. Mais souvent, la minorité est plus forte, se fait entendre plus fortement que la majorité. Oui. Merci, Jean-Guy. Pardon. Louis Poirier, bonjour, oui. Madame Normando, lorsque vous étiez député et ministre, il y a un sujet sur lequel, je me rappelle, vous avez eu, je dirais, des frissons. Lorsque ça a été le temps de refaire la carte électorale. On vient de passer à travers un épisode où on aurait créé un comté que j'ose vous demander, est-ce que ça aurait été possible, comme député, de représenter une population dans un comté comme celui-là? Et qu'est-ce qu'on doit faire avec la loi électorale pour éviter de retomber dans le piège? Parce qu'on va y revenir. Oui, tout à fait. Bien, ça, c'était prévisible. Hein? Moi, on a combattu Claude Béchard, mon ancien collègue. Écoute, on avait formé une espèce de front commun avec Pascal Bérubé, Daniel Doyer, qui était député de Matapédia. Donc, PLQ, PQ, c'était les 4 députés, en fait, ligués pour convaincre la Commission de la représentation électorale de ne pas faire disparaître un comté.
Bien, ça n'a pas suffi. Il y a des comtés qui ont été fusionnés. D'ailleurs, bravo à toute la population qui s'est mobilisée parce que ça a ébranlé les colonnes de la Commission de la représentation électorale, ça je peux vous le dire. Selon moi, la chose la plus simple à faire, parce que nous, sur le plan démographique, on va toujours être désavantagés à la façon dont les règles sont écrites, fait en sorte que des régions qui subissent, qui vivent une croissance sur le plan démographique vont toujours être avantagées. Moi, j'ai déjà dit un jour à mes collègues députés, est-ce qu'on est en train de condamner les régions à mourir sur le plan politique avec la façon dont les règles sont écrites? Alors, la solution, statu quo, mais honnêtement... Changer la loi. Changer la loi et faire le débat sur, puis je vous pose la question, parce qu'on n'a pas toujours eu 125 députés au Québec, on en a eu, à un moment donné, 110, puis ça a progressé comme ça. Mais demain matin, on se retrouve avec 126 députés, 127 députés. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on serait prêt collectivement à... Je sais que le gouvernement ne veut pas aller sur cette piste-là, parce que toujours l'exemple qu'on donne, c'est l'Ontario. L'Ontario sont 14 millions, il y a moins de députés qu'ici. Alors, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Mais moi, ça me préoccupe énormément, puis ça me fait de la peine, parce que je sais ce que c'est. Je l'ai vécu à l'Assemblée nationale. On est 125 là, à faire entendre notre voix. Fait que moins de députés on sera, moins on pourra faire entendre la voix de notre région. Puis déjà que c'est difficile. Avec ce qui se passe, entre autres, sur la Côte-Nord avec les soins de santé, là, c'est vraiment pas évident. Alors, on a besoin de députés d'un plus grand nombre de députés. Alors, enfin, moi probablement, aujourd'hui, si j'étais en politique, je défendrais cette idée-là, de l'augmentation du nombre, de changer la loi, premièrement. Ouais. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on est lié par une décision de la Cour suprême là-dessus sur... enfin, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, là, mais sur le nombre d'électeurs inscrits par comté, ça ne doit pas dépasser plus ou moins 25 % d'un nombre X, enfin. Mais c'est une très bonne question. Mais il faut continuer de se battre parce que c'est fondamental. Question? Commentaire? Suggestion? Oui. Non. Michel. Michel Landry. Moi, je veux rendre un hommage à Nathalie. J'ai été très proche de Nathalie, mais elle sait très bien, je n'ai jamais été dans son parti. C'est vrai, ça? Puis, ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est même si la politique blesse, fait mal, ça n'a pas sorti la politicienne du cœur et du corps de Nathalie. À souvenir. Merci, Michel. Michel est très généreuse, très, très généreuse. Mais on ne s'est jamais chicané, Michel. Hein? On ne s'est jamais chicané sur le plan politique. Mais la politique, c'est une drogue dure. C'est très difficile de se sevrer de la politique. Regardez Denis Coderre. Non, mais je veux dire, il n'est pas capable de quitter la politique. Tu as ça dans le sang. Hein? Mais en fait, oui. C'est quoi la politique au départ? Tu sais, à la base, là, c'est faire la différence pour ton milieu. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question d'être humain, de relation entre les êtres humains. C'est ça, la politique. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est ça que j'allais dire. Peut-être pas pour tout le monde. Non, parce qu'il y en a qui aiment ça, les games de pouvoir et tout. Mais la politique, c'est ça. Je l'ai tellement vu souvent, mon Dieu. C'est, écoute, faire la différence dans la vie des gens. Pensez-y 2 secondes. Tu as ce pouvoir-là, dans ta vie. Là. Tu te dis, oui, je peux faire la différence. Un appel, un projet de loi, un règlement, ça fait... Oui, ça fait toute la différence dans la vie d'une communauté. Oui. Ça peut faire toute la différence. Non? Moi, ça me rendait très... Ça me donnait énormément d'énergie. Des fois, je passe dans le comté, je dis hey, ça, c'est nous autres, ça, c'est nous autres, ça, c'est nous autres. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Tu dis, wow, j'ai réussi et j'ai construit quelque chose. Construit quelque chose qui reste. Mais au-delà, plus fondamentalement que ça, la politique, je l'ai vécu au municipal. Tu es là, tu donnes tout ce que tu as à donner pour que tu puisses faire une différence parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. C'est souvent pour avoir travaillé rapidement. Un court passage dans un bureau de député, ouais. C'est le dernier rempart, souvent. Le citoyen qui sera en bureau de député, oui. Donc il y a une responsabilité d'être député. Oui. Ça me rend tellement triste. J'ai appris il n'y a pas longtemps que depuis la pandémie, lorsque tu appelles dans des cabinets de ministres, il n'y a plus de réceptionnistes. C'est juste des répondeurs. Alors, moi, j'ai vécu l'époque où il y avait une personne qui répondait. Alors, imaginez, là, quelqu'un qui est désemparé, tu n'as plus de... Déjà, tu as une espèce de...
ça devient plus impersonnel entre le citoyen et son gouvernement. Quand on parlait de crise de confiance tantôt, si comme citoyen, tu n'es jamais capable de parler à personne, à un moment donné, tu vas te dire, mais voyons, c'est comme moi, je mets mon vote là, tous les 4 ans, je m'attends à pouvoir, lorsque j'ai besoin, je m'attends à parler à quelqu'un. Et prenez la SAAC, le virage numérique de la SAAC. Alors, c'est la même chose. Essaie de parler à quelqu'un, il faut que tu prennes un rendez-vous. Même avec un rendez-vous, ça te prend 1 heure, 2 heures avant de pouvoir régler ton problème. On dirait que tout est devenu compliqué. Savez-vous quoi? Ça nous coûte de plus en plus cher, puis on dirait que tout est devenu plus compliqué. On n'a jamais mis autant d'argent en santé, 60, 62 milliards, puis on n'a jamais autant de difficultés à accéder aux services de santé. Moi, je me dis, il est où le problème, là? Il faudrait revenir à un peu plus d'efficacité, le moins qu'on puisse dire. Là, tu m'ouvres la porte, la santé. Ouais. Et Maria. Oui, oh mon Dieu, oui. Oui, absolument. Tout à fait. L'urgence de Maria. Oui, et l'hôpital. Monsieur Dubé qui nous dit que, ouf, on est un hôpital local. Oui, ça va rester, hein, ça? On est un hôpital local. C'est insultant. Moi, je trouve que c'est insultant. Tu as pensé quoi? Premièrement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, j'ai connu l'hôpital de Maria avec un directeur général. On a connu l'époque où il y avait un directeur général à l'hôpital de Maria qui s'appelait, moi, j'ai connu Bernard Nadeau. Puis il y avait un responsable au CHSLD. Ça marchait. Ça marchait. Il y avait une régie régionale à Gaspé. Ça marchait. Là, un jour, on a dit non, on va centraliser tout ça. Il n'y a plus de directeur à nulle part. Puis là, c'est là où les choses ont commencé à se gâter pour Maria. L'hôpital de Maria, c'est un hôpital qui nous a toujours rendus très, très fiers. Un hôpital extraordinaire, jamais de problème de pénurie de personnel. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tu te dis, bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la situation se détériore plutôt que s'améliorer. Moi, je ne sais pas, je suggérais fortement à M. Dubé de venir visiter l'hôpital de Maria. Mais il est déjà venu ou pas? Il est déjà venu. Il est déjà venu, c'est ça. C'est ça qui est le pire, effectivement. Mais je disais tantôt, avant d'entrer, je reviens au rôle du député, puis là, je ne veux pas faire dans la politique, c'est pas ça, mais lorsque tu es un député, il faut que tu défendes ton coin de pays, mais lorsque tu es un député au gouvernement, c'est un peu plus difficile, je crois, parce que tu es un peu pris entre l'arbre et l'écorce, tu es pris entre ton gouvernement puis l'allégeance à la région, parce que tu es élu dans ton comté d'abord et avant tout. Alors, c'est pas simple. Mais je vous jure que si je vois Christian Dubé, s'il vient à la station, croyez-moi que je vais passer le message. Un petit mot sur l'urgence. Je vais lui passer le message. Est-ce que j'ai vu une main qui s'est levée? Moi, j'avais une question. Oui, Maryse. Dans les premiers tu animes dans une station montréalaise. Oui. Tu as un public qui est comme largement montréalais. Est-ce que tu as toujours cette perspective régionale dans la façon dont tu abordes l'information avec les gens de la ville? Bien, très bonne question, Maryse. Maryse qui a travaillé avec moi au bureau de comté. Premièrement, l'émission est diffusée sur tout le réseau Cogeco. Donc ça, évidemment, c'est de Gatineau, en passant par Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie-Centre du Québec, le Grand Montréal. C'est beaucoup de monde, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment beaucoup de monde. Alors oui, mais j'ai toujours cette perspective-là, Maryse, toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, je me coltaille assez souvent avec Luc Ferrandez là-dessus, dans l'émission de Paul Arcan. Lui, qui est très, très montréalais. Oui, qui est très roi du plateau, mettons. Alors, d'ailleurs, on s'est vraiment chicané la semaine passée sur l'occupation du territoire. Il dit, ça coûte cher, ça coûte cher. Voyons, mais ça coûte cher, ça coûte cher. C'est grand le Québec. Ça coûte cher aussi le métro à Montréal, ça coûte cher. Le REM, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est ça, le REM, ça coûte cher. Alors oui, Marie, j'ai toujours cette perspective-là, mais ça m'aide énormément parce que je ne pourrais pas faire de la radio. Je ne suis pas montréalaise. Là. Moi, je suis une fille de la Gaspésie. Je vis à Québec, je travaille à Montréal, mais je n'ai jamais perdu cette perspective-là. Puis ça me sert énormément dans ma façon. Premièrement, des fois, tu rappelles à l'ordre certains collègues montréalais qui oublient ce que c'est, le Québec, qui oublient à quel point c'est grand. Et oui, ça, effectivement, je ne pourrais jamais concevoir faire de la radio autrement qu'avec ma vision de fille, qui a toujours d'ailleurs défendu les régions pendant toute sa vie politique, tout le temps. Puis ça va rester, c'est sûr, c'est sûr. C'est un défi, ça, d'être à Québec, défendre les régions devant une majorité de collègues urbains. Ça a toujours été un défi pour tous les gouvernements. Mais moi, ce qui me déçoit, c'est qu'à un moment donné, tu penses que c'est réglé. Là. Tu dis, ils ont compris, la haute fonction publique a compris l'importance des régions. Parfait. Mais non. Écoute, un nouveau gouvernement arrive, c'est encore à recommencer. Et je trouve ça tellement frustrant, difficile.
Tu te dis, bien, voyons donc, est-ce que le Québec est grand de ses richesses? Ben, Luc Ferrandez, la semaine passée, on s'est coltaillé sur l'occupation du territoire. J'ai dit, tu penses qu'elle vient d'où, toi, l'électricité, l'hydroélectricité qu'on produit? Les mines, tu penses que c'est où? Alors, c'est ça. Alors, la contribution des régions à l'économie du Québec, c'est pas mal plus que ce qu'on peut penser. Merci, Maryse. Merci, Maryse. Une question ici? Commentaire. Oui. Madame Normando, je pense que dans vos commentaires précédents, Oui. malgré les difficultés que vous avez énoncées, lorsqu'on parlait de comment est-ce que la politique exercée par des femmes et des hommes avait des complications, des problèmes différents et plus grands, malgré tout, vous avez eu des phrases, j'ai l'impression, et je le souhaite, que vous avez rassuré et encouragé des femmes à faire de la politique, les jeunes. Oui, tout à fait. Je l'ai fait. Oui, c'est ça exactement. Je vais continuer de le faire. Parce que c'est important. Les femmes représentent 50 de la société au Québec. Alors, il faut que ça se traduise dans nos instances politiques, dans nos organismes publics, la présence des femmes. Moi, j'ai eu la chance d'être avec un premier ministre qui a réservé une place très grande aux femmes, premier gouvernement paritaire, plus de femmes que d'hommes. Puis en passant, on n'était pas juste là parce qu'on était des femmes. On entend ça souvent, hein, femmes. Non, non. On était là parce qu'on était compétentes. D'ailleurs, M. Charest disait souvent, quand j'ai un dossier compliqué à régler, là, je le confie à des femmes. Parce qu'il était convaincu à chaque fois que le dossier allait se régler. Alors, oui, puis aussi, on avait fait adopter à l'époque une loi qui obligeait les conseils d'administration des sociétés d'État à se doter d'un conseil d'administration paritaire. Fait que des fois, ça prend une volonté politique exprimée fortement, ça prend des lois, des règlements pour pousser un petit peu, pour donner une petite chance aux femmes de prendre leur place. Sinon, le réflexe des organisations, souvent, c'est de ne pas faire appel aux femmes, malheureusement. Une dernière question. Est-ce qu'il y en a? Chez Kedo. Oui. Un commentaire, Mme Normando. Allô? Hey, vous êtes très polie, Mme Normando. Madame Normando. Ah, c'est cute. Pour M. Fernandez, je vous dirais que les régions éclairent, chauffent et nourrissent Montréal. J'adore. Et puis, quand on éclaire, c'est pas juste avec l'électricité, mais c'est tous les Gaspésiens qui vont étudier, qui font des carrières à Montréal et qui développent Montréal. C'est tellement juste. Sur ces belles paroles, on met fin à cette entrevue. Nathalie Normando. Merci. Merci à toi, Pénélope. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Normando. Merci infiniment. Merci. 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 Très généreux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.